Bonjour à toutes et tous. Bienvenue, je suis Elie Komitz, directeur du lieu unique. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition des Géopolitiques de Nantes, aux côtés de Fabrice Roussel, premier vice-président de Nantes Métropole, aux côtés de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Alors vous savez, dans cette salle, se succèdent toute l'année des rencontres et des débats comme aujourd'hui, et puis bien sûr des spectacles, de la danse, du théâtre, des concerts. Et à chacun de ces spectacles, c'est une nouvelle imagination du monde que nous découvrons. Ce sont de nouveaux repères posés autour de nous, des repères qui nous orientent et des repères qui nous désorientent. Et je crois que les deux sont importants. Pour ouvrir ces géopolitiques, je vous propose une carte d'orientation et de désorientation avec un court texte de Miroslav Holub qui pourra, je l'espère, nous accompagner dans la tempête. Voici ce texte. Le jeune lieutenant d'un petit détachement hongrois, basé dans les Alpes, envoya une patrouille de reconnaissance vers les déserts de glace. Tout de suite, il se mit à neiger, et cela dura 2 jours. Le groupe de soldats ne revint pas. Le lieutenant souffrait car il avait envoyé ses hommes à la mort. Mais le 3e jour, l'unité apparut. Par où était-il passé? Comment avait-il survécu? Oui, répondirent les soldats, nous avons fini par croire que nous étions perdus à jamais et nous nous sommes résignés à mourir. Puis, l'un d'entre nous trouva une carte dans sa poche. Cela nous donna du courage. Nous avons pu monter les tentes où nous nous sommes abrités jusqu'à la fin de la tempête. Ensuite, grâce à la carte, nous avons retrouvé notre chemin, et nous voilà. Le lieutenant prit dans ses mains cette carte remarquable qu'il étudia attentivement. Ce n'était pas une carte des Alpes, mais des Pyrénées. Alors, c'est avec une carte des Pyrénées dans la poche que je nous souhaite de très beaux et riches échanges pour ces géopolitiques. Je vous invite à découvrir la programmation formidable qui nous attend cette année. Et je vous invite également à découvrir nos expositions, et j'attire particulièrement votre attention sur le lancement de Sens Fiction, le 6 octobre, sur les apports de la fiction dans l'anticipation des usages. Et j'appelle maintenant le premier vice-président de Nantes Métropole, Fabrice Roussel. Merci, Monsieur Amos Gitaï. Bienvenue à Nantes, cette ville que vous connaissez bien, puisqu'il y a quelque temps, en juin dernier, vous étiez présent pour remettre le prix d'honneur du Festival de cinéma espagnol à Marisa Paredes. Cher Pascal Boniface, monsieur le directeur de l'IRIS, également bienvenue à Nantes, mais vous êtes ici chez vous. Monsieur le directeur du lieu unique, Elie Komitz, ce sont vos premières géopolitiques dans ces fonctions que vous occupez depuis quelques mois désormais, et je ne doute pas que vous prendrez beaucoup de plaisir à vivre cet événement. C'est pour moi aussi l'occasion de saluer toute l'équipe du lieu unique, heureux de retrouver ces moments d'échange et de partage. Mesdames et messieurs les élus, je veux notamment saluer la présence de monsieur le premier adjoint à la ville de Nantes, cher Bassem Assé. Mesdames, messieurs, chers amis, je veux tout d'abord excuser Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole, qui d'habitude, et c'est important pour elle, organise l'ouverture de ces géopolitiques. Cela lui était impossible cette année, mais évidemment, elle vous adresse toutes ses salutations. J'ai donc plaisir, aujourd'hui, en tant que premier vice-président de Nantes Métropole, d'ouvrir cette 9e édition des géopolitiques de Nantes. Et évidemment, je veux remercier une nouvelle fois le directeur de l'IRIS et le directeur du lieu unique pour l'organisation de cet événement. Cela fait maintenant 9 ans que Nantes accueille cet événement. 9 ans, ça compte. Et ça compte d'autant plus que cet événement combine une forte exigence culturelle et scientifique, avec le souci que les tables rondes soient accessibles au plus grand nombre.
C'est cette double ambition extrêmement noble qui caractérise aujourd'hui les géopolitiques, et je tiens à le souligner. Oui, c'est une démarche intellectuelle, à la fois rigoureuse, mais aussi humaniste, qui ne pouvait trouver sa place que dans notre métropole nantaise. Une démarche comme un rempart pour protéger nos démocraties, qui ont bien besoin d'y voir clair sur les enjeux du monde. Oui, bien besoin d'analyser ces enjeux pour mieux les comprendre. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais évidemment dire un mot du contexte dans lequel se tienne cette année cet événement. Nous vivons encore, à l'heure qu'il est, au rythme d'une crise sanitaire mondiale, à l'ampleur tout à fait inédite. Vous demanderez d'ailleurs, à juste titre, tout à l'heure, si la santé est un bien public mondial. Car même si l'épidémie donne quelques signes d'essoufflement en France ces derniers jours, la crise sanitaire n'a pas fini de révéler tous ses impacts et toutes ses conséquences et d'interroger la place de la santé dans nos sociétés. Pour autant, l'année qui vient de s'écouler ne peut évidemment pas se résumer au récit de la pandémie de Covid-19, pas plus qu'elle ne peut se résumer à l'apparition de nouveaux variants, à une campagne de vaccination ou à encore des manifestations contre le pass sanitaire. Nous venons, encore une fois, de vivre une année marquée par nombre d'événements qui ont contribué à bouleverser l'ordre du monde. Je pense évidemment aux élections américaines et au départ de Donald Trump, dont nous garderons en mémoire les images hallucinantes de l'attaque du Capitole par ses partisans. Je pense au nouvel embrasement des relations en Israël, et votre invité, cher Amos Gitaï, pourra en témoigner largement, car je sais, comme son regard sur ce qui se passe là-bas est vigilant. Je pense encore au retour des talibans en Afghanistan. Et puis, tout récemment, à cette crise des sous-marins, crise diplomatique majeure qui vient interpeller les relations de confiance de la France avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Sans oublier, évidemment, la réussite du parti de Poutine aux législatives russes, une réussite sans opposition, évidemment. Alors, plus que jamais sans doute, il est besoin d'interroger ce qui s'est passé dans le monde cette année, de l'interroger pour l'inscrire dans une histoire plus longue que celle du présent et l'immédiateté, comme nous devrons le faire sur tous les sujets d'ailleurs. Je pense à la santé, car si l'épidémie de Covid-19 a révélé les profondes inégalités entre les pays dans les moyens de faire face au virus, celles-ci n'ont fait que rappeler les profondes inégalités mondiales en matière de santé. Des inégalités dues à l'absence de régulation internationale sur des sujets importants, à l'heure où la crise sanitaire a montré qu'elle était aussi une crise des coopérations internationales. Oui, la crise a révélé la faiblesse de la gouvernance internationale en matière de santé, comme sur bien d'autres questions. Et je pense au niveau extrême de pollution enregistré en Asie, avec une qualité de l'air en berne qui pourrait faire perdre 9 ans d'existence de vie aux habitants de l'Inde, par exemple. Cécile Deflot, qui était d'ailleurs notre invitée l'année dernière, ne cesse d'alerter à travers les rapports d'Oxfam. Les 10% les plus riches du monde sont à l'origine de 52% des émissions de gaz à effet de serre, dont les effets les plus dévastateurs concernent d'abord les plus pauvres. Les États, l'Europe, la communauté internationale doivent voir plus loin ensemble, s'emparer des sujets et agir de concert pour débouter les lobbies des droits qu'ils prennent, pour mettre en œuvre une vraie fiscalité mondiale visant à davantage de justice sociale et de justice climatique et évidemment faire respecter l'accord de Paris. Mais évidemment, avant de pouvoir mettre en musique les nations, il y a le travail des États. Et au sein des États, le travail des territoires qui les composent. La responsabilité des territoires, des métropoles, pour répondre aux urgences et aux défis du XXIe siècle est importante, que ça soit ici, que ça soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Oui, nous en sommes convaincus, il existe un réel pouvoir dans les villes, dans les territoires, sur de nombreux sujets. Et vous me permettrez de revenir rapidement sur notre ambition métropolitaine, notamment sur les sujets de santé, de climat et de dialogue citoyen.
Je vais commencer sur un sujet qui nous mobilise particulièrement depuis 2 mois, la santé. Il est évident que les territoires, au niveau local, au niveau national, européen et mondial, ont à se préoccuper du bien-être et de la santé des habitantes et des habitants. La santé, c'est une action globale qui concilie la prise en compte de la santé environnementale, la santé mentale, mais aussi la santé physique et la santé sociale. Et donc, s'intéresser à la santé, c'est œuvrer, comme nous faisons ici, pour créer un CHU de dimension régionale et des maisons de santé en proximité. C'est fabriquer une métropole toujours plus en lien avec la nature, avec des îlots de fraîcheur et des mesures fortes qui visent à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Le développement des mobilités durables, c'est évidemment un préalable à l'action pour diminuer cette pollution et donc ses effets sur la santé des citoyens. C'est en fait un préalable à toute action pour le climat, car la transition écologique, c'est un cap politique, un engagement et des actions concrètes, des mesures qui construisent une trajectoire plus ou moins résiliente. Évidemment, Nantes, comme Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, observent des dynamiques démographiques. Et tout cela va contribuer à augmenter fortement les déplacements. Que faisons-nous? Nous menons donc une politique offensive dans la métropole nantaise sur les mobilités, avec 3 nouvelles lignes de tramway qui vont voir le jour, la baisse de 20% des coûts des abonnements de transport collectif pour tous depuis le 1er janvier de cette année et la gratuité de ces transports le week-end. Mais c'est aussi la volonté d'apaiser la circulation avec notamment le passage de la ville en zone 30. Nous pensons aussi évidemment cette question des déplacements en lien avec les autres territoires périurbains, ruraux, dans un département, celui de la Loire-Atlantique, qui est aussi l'un des plus dynamiques de France sur ce plan démographique. Et donc, nous avons, par exemple, des expériences de covoiturage dans le cadre d'un contrat que nous menons notamment avec le Pays de Retz. Tout cela plaide pour des échelles d'action plus cohérentes et des politiques publiques plus efficientes. Voilà sur la santé et sur le climat. Mais je voulais également revenir sur une autre urgence. C'est l'urgence démocratique. Nous sommes entrés, vous le savez, dans une période importante, marquée par les élections présidentielles qui auront lieu en avril 2022. Et après, des scrutins récents marqués par des taux d'abstention toujours plus élevés, même au niveau local, cette présidentielle constitue naturellement un enjeu à part entière pour la vie démocratique de notre pays. Les récents sondages nous partageant déjà quelques points d'alerte. Là encore, il faut mesurer le rôle majeur des territoires pour faire vivre la démocratie et répondre aux nouvelles aspirations des citoyens. Ces aspirations, elles sont de participer à la vie de la cité, sans pour autant devoir appartenir à un parti ou à un mouvement structuré. Si la démocratie représentative se porte mal, la démocratie participative va plutôt bien. Nous le constatons tous les jours dans notre métropole, et les différents dispositifs déployés rencontrent de bons succès, comme les grands débats citoyens que nous avons organisés sur la Loire, la transition énergétique ou également la longévité au cours du précédent mandat. L'aspiration des citoyens pour faire vivre autrement la démocratie est forte. Qu'on se le dise, c'est l'envie de pouvoir partager, de pouvoir agir sur la décision publique en exprimant son point de vue et ses idées, en ne se contentant pas de l'avis des experts ou des décideurs publics. Il se trouve que dans la métropole nantaise, ce dialogue citoyen nous a notamment permis d'être retenu capitale européenne de l'innovation. Et donc cela fait partie intégrante de notre façon de fabriquer la ville. C'est l'idée aussi de la Convention citoyenne que nous avons décidé de lancer il y a 1 an, alors que nous voulions interroger toutes celles et tous ceux qui étaient impactés par la crise, sur ce qu'il fallait infléchir, ce qu'il fallait conforter ou accélérer dans nos politiques publiques. Ce que nous avons vécu à travers cette convention, c'est une grande première en France pour une métropole. Un avis citoyen a été rendu par cette convention et nous travaillons actuellement sur cet avis pour engager une nouvelle étape de notre politique publique pour le dialogue citoyen et pour notre métropole, tout simplement. Une nouvelle étape particulièrement importante au regard du contexte que nous vivons naturellement. Un contexte profondément marqué par cette crise
sans précédent et qui n'en a pas fini de nous réinterroger sur le sens de l'action publique. Parce que nous savons que cette crise a et aura des conséquences profondes sur notre société et toutes celles et tous ceux qui la composent. Nous avons été renforcés dans les engagements qui sont les nôtres pour faire de notre métropole une métropole où il faut bon vivre et habiter, une métropole qui avance vite et fort sur les transitions, une métropole qui crée du lien et ne veut laisser personne sur le bord du chemin. C'est un point important de cette convention que d'avoir validé l'ambition qui est la nôtre pour notre territoire. Mais nous avons aussi été bousculés, avouons-le, par des propositions qui nous ont été faites d'ouvrir de nouveaux chantiers et d'accélérer fortement sur un nombre de sujets. Et c'est une richesse incroyable, car peu de collectivités ont la chance de s'appuyer sur un tel matériau pour interroger aujourd'hui les politiques publiques, alors plus que jamais, elles ont besoin de le faire. Cette convention citoyenne, c'est plus de pouvoir d'agir pour les citoyennes et les citoyens, c'est une démarche qui vise aussi à contrer le repli démocratique. C'est un travail de fond à milieu des réseaux sociaux et des désastres qu'ils causent, des désastres qui sont les effets d'une trop grande méconnaissance des sujets, mais aussi et surtout des désastres causés par une poignée d'individus qui viennent agiter la peur et transformer une information fausse en rumeur populaire par effet cascade ou effet miroir. À ce titre, l'infodémie qui touche nos sociétés en cette période de crise constitue un phénomène de désinformation particulièrement inquiétant pour nos démocraties et nos sociétés. Je sais que vous avez travaillé, Monsieur Boniface, sur ce sujet à l'IRIS. Des études américaines, notamment, ont montré que 65% des fake news sur les vaccins Covid étaient le fait d'un noyau d'un peu plus de 10 personnes. 10 personnes qui ont véhiculé une fausse information auprès de millions d'autres citoyens. Cela donne le vertige et permet aujourd'hui de mesurer les liens forts entre transition numérique et transition démographique. Car le numérique a-t-il au fond tenu ses promesses démocratiques, ou bien est-il devenu le berceau de nouveaux populismes et de nouveaux radicalismes? La transition numérique que nous sommes en train de vivre est une lame de fond qui bouscule les médias, les acteurs politiques comme les citoyens, avec une véritable fracture de plus en plus grande entre les informations circulant dans les conversations des réseaux sociaux et celles des grands médias centraux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'humain reste au cœur de tous ces bouleversements. L'humain, avec la grande complexité de ses processus de croyance et de confiance dans les informations dont il dispose. Nous savons qu'apporter la preuve qu'une information erronée ne suffit pas à défaire le mouvement de l'opinion qui réagit avec l'émotion, une dimension évidemment aussi tenace que les faits. On a peut-être trop cru que le numérique était une solution à tout et que la révolution numérique nous permettrait d'éviter nombre des grands dangers qui guettaient nos sociétés. C'était illusoire, assurément. Et Claude Lévi-Strauss écrivait que chaque progrès donne un nouvel espoir suspendu à la solution d'une nouvelle difficulté. Le dossier n'est jamais clos. C'est, à n'en pas douter, un mantra qui devra guider nos échanges, vos échanges durant ces 2 jours, et plus largement qui doit guider dans nos rôles respectifs au service de l'intérêt général. Je terminerai avec d'autres mots. Les vôtres, cher Amos Gitaï. Vous avez dit, au moment de la sortie de votre film, Le dernier jour d'Isaac Rabin, je vous cite, « Faire un film n'est pas seulement un acte de mémoire, mais peut aussi être une proposition pour l'avenir. N'oublions pas que le regard et la voix des artistes, dans ce qu'elles empruntent aux sensibles, de ce qu'elles disent de l'état du monde, sont aussi nécessaires dans la construction des réponses collectives. Je vous remercie et je vous souhaite donc de très belles géopolitiques. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pascal Boniface. Merci, cher Fabrice Roussel. Merci, Elie Comins. Ce sont en effet les 9e géopolitiques de Nantes et pour toute l'équipe de l'IRIS, c'est un plaisir de commencer l'année par ce rendez-vous lorsque, avec Nantes Métropole, le lieu unique, on a fait l'IRIS, on a fait ce pari, il y a maintenant 8 ans, de dire qu'on pouvait créer un événement géopolitique grand public qui soit un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de débat et un lieu de respect
des idées des autres, et que c'était la meilleure façon de faire venir du monde, d'éviter les clashs, d'éviter les insultes, les injures, mais d'essayer d'aller vers une intelligence collective par une réflexion commune. Ce pari est réussi et c'est aussi un vrai plaisir de pouvoir le refaire après le Covid. Grâce aux équipes de Lieux Uniques, on a pu quand même maintenir la 8e édition malgré la pandémie de Covid-19 et on revient maintenant sur une jauge normale et c'est vraiment un très grand plaisir. Depuis, bien sûr, chaque année, beaucoup de choses se passent et depuis la première édition, des événements comme l'introduction de la géopolitique au lycée, en classe de première, puis de terminale est survenu. Et puis on voit que dans les différents débats, les gens s'intéressent de plus en plus aux questions géopolitiques, puisque finalement, tout le monde a compris que ce qui se passe à l'extérieur des frontières, en fait, n'est pas étranger, mais nous concerne directement. Quelquefois, des journalistes s'étonnent en disant « mais est-ce que vraiment l'affaire des sous-marins australiens, c'est important ?» Je dis « mais regardez les réactions sur les réseaux sociaux, regardez le nombre d'émissions. Et donc, vous prenez bien sûr Kaboul le 15 août, etc. Dès qu'il y a un événement international important, en fait, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions entre les citoyens, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains programmateurs me disent, du service public de France Télévisions, me disent auparavant, on faisait des émissions de géopolitique parce que nous sommes le service public, donc c'était notre devoir de le faire. Aujourd'hui, on le fait parce que c'est ça qui fait le plus d'audience. Et je pense que finalement, la voie que l'on a commencé à tracer avec Nantes Métropole, le Lieu Unique et l'Iris il y a 8 ans, 9 ans, je m'embrouille un peu entre les pleins et les déliés, montre que c'est cela. Et qu'est-ce qui fait le succès de ces géopolitiques de Nantes ? D'abord, c'est vous, le public. Parce que chaque débat est participatif. Il n'y a pas un savoir qui est délivré du haut et des gens qui écoutent. Chaque session, c'est 1 heure de débat entre les intervenants et 1 demi-heure d'interaction avec le public. Interaction qui, grâce à cette structure, qui est le lieu unique, qu'on pourrait presque appeler le lieu magique, mais c'était les biscuits, pas les biscuits LM, permet d'avoir des discussions en dehors, de continuer les débats. Et moi qui commence à être un peu un vieux routier des colloques et des débats, ce qui se passe à Nantes, c'est que d'habitude, un orateur fait son speech et part immédiatement. Ici, on reste écouter l'autre. On va aller prendre un café, on va discuter du thème auquel on n'a pas participé directement, mais sur lequel on voudrait un peu pousser. Et puis, on va discuter avec le public et puis on va faire une signature. Et ça, c'est quelque chose que vraiment le lieu unique permet. Et chaque année, on se demande un petit peu, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de lieu parce que les murs commencent à devenir un peu étroits ? Non, je pense que seul le lieu unique permet ça. Chaque année, on choisit 12 débats, 12 thèmes. Donc on commence un peu, après il y a l'actualité peut effectivement en amener un peu nouveau au cours de l'année, on change, mais on essaie de trouver quels sont les 12 sujets qui intéressent le public, sur lesquels ils ont envie d'avoir une réflexion un petit peu additionnelle, ils ont envie un peu d'en savoir plus. Et puis quand on fait le casting, on essaye d'une part de respecter la parité, on y parvient à peu près d'une part. Surtout, on essaye d'observer la diversité des points de vue. Ce n'est pas l'ADN de l'Iris de prendre des gens qui sont d'accord. Mais ce n'est pas non plus l'ADN de l'Iris de prendre des gens qui ont envie d'aller au clash. L'ADN de l'Iris, c'est le débat qui est à la fois contradictoire et respectueux de l'opinion des autres. Parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, que personne ne doit être certain de ce qu'il pense et qu'au contraire, il faut être challengé, il faut un peu écouter l'autre. Et effectivement, ce qui est intéressant dans un débat, c'est que, non pas quand vous pensez « Ah, j'ai terrassé l'adversaire », ça c'est complètement contre-productif, c'est inutile, c'est la mort de l'intelligence. Non, ce qui est intéressant, c'est de dire « Ah, là, lui ou elle a dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé », de prendre des notes, d'y penser, et finalement de ressortir pour les débatteurs une question du public, une intervention d'un collègue, vous fait accélérer votre réflexion, vous rend un peu plus intelligent et vous quittez le débat en disant « Tiens, là, quand même, j'ai appris quelque chose aujourd'hui ». Et ça, donc, c'est pas la culture du clash, effectivement, c'est la culture du débat contradictoire qui est sain, qui est la règle de la République. On est dans une société où il y a une prime à la radicalité. Et cette prime à la radicalité, bien sûr, va un petit peu pousser si un sentiment radical va radicaliser l'autre point de vue. Et on en arrive à dire « Mais je ne plus parler à lui parce que je ne suis pas d'accord avec lui ». Mais dans quel monde vit-on si on ne peut plus parler avec quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord? Et ça, c'est le problème des talibans. Ce n'est pas le problème de la République française. Donc on doit discuter avec les autres, surtout si on n'est pas d'accord. Et discuter, ce n'est pas s'abaisser. Discuter, ce n'est pas forcément négocier, ce n'est pas non plus renoncer.
Et je crois surtout que comprendre, ce n'est pas légitimer. Et donc, il est important de continuer cette réflexion collective. Et donc, c'est à ça que servent ces 12 débats et, bien sûr, la leçon inaugurale que Amos va nous livrer. Alors, Amos est venu, en fait, comme il vient de loin, il est venu pour deux choses. D'une part, pour recevoir le prix du livre chez Politique pour ce livre, Chronique d'un assassinat. En fait, c'est un livre d'un cinéaste sur la géopolitique. Et c'est pour cela que Amos est là aujourd'hui. Parce que quand on lit ce livre, d'une part, c'est un livre varié avec des témoignages, des enquêtes, etc. C'est vraiment formidable, des photos. Donc c'est un livre de cinéaste, mais qui se lit avec un intérêt vraiment, on ne lâche pas. Et surtout, je crois qu'il explique comment le drame s'est noué. On va avoir tout à l'heure une table ronde sur le Proche-Orient. Amos montre bien, et les témoignages de l'époque le montrent bien, que la paix était là. Et qu'en tuant Rabin, on a tué également la paix. Et que généralement le terroriste ne parvient pas à ses fins, puisqu'il va plutôt repousser l'objectif qu'il dit s'être fixé. Et là, malheureusement, il y a un terroriste qui a réussi, parce qu'effectivement, depuis l'assassinat d'Isaac Rabin, eh bien, la paix s'est éloignée du Proche-Orient alors qu'elle était là. Et c'est pour cela aussi qu'on a assassiné Isaac Rabin. Voilà, eh bien, je vous remercie tous de votre présence. Merci Amos d'être venu spécialement au Tel Aviv. Et je vais avec grand plaisir te remettre le prix du livre de géopolitique. Voilà, Amos, toi tu es venu de Tel Aviv, les gens sont venus ici, de Nantes, de Paris d'ailleurs, pour t'écouter. À toi la parole. Merci beaucoup Pascal, je suis très ému. Merci Elie, merci Fabrice. C'est vrai que je deviens un peu local patriote de Nantes, parce que j'étais là pour donner le prix à Marisa Paredes, une actrice formidable, espagnole, l'actrice de Pedro Almodóvar, que pour des raisons que je n'ai jamais compris, elle a demandé que moi je viens à Nantes pour la donner le prix. Alors je vais dessiner dans quelques mots le parcours, c'est-à-dire, moi j'étais né à Haïfa, il y a déjà pas mal de temps, sur le mont Carmel, qui est aussi proche à la mer. Et après, j'étais supposé de suivre le travail de mon père, qui était architecte de Bauhaus, qui était élève de Kandinsky, de Mies van der Rohe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour qu'il était mort, mon père. Il a plus que 50 ans. Mon père, il est mort le 24 septembre 1970. Alors, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses sur l'art, sur les formes et sur l'engagement, que est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Alors moi, j'étais supposé d'être architecte. J'ai fait une étude de diplôme architecte. Je suis diplômé d'architecture. Si vous avez besoin d'architecte, je suis là. Et après que j'ai eu mon diplôme à Haïfa, dans le Technion, j'ai reçu une bourse. J'ai fait un master et doctorat d'architecture à Berkeley. Et après que j'ai passé 9 ans d'études d'architecture, j'ai décidé de faire autre chose. Et dans cette époque-là, il y avait aussi la guerre de Kippour, 1973, qui dans 2 ans, on va marquer aussi 50 ans. Et comme tous les gens de ma génération, j'étais amené d'être dans l'équipe de sauvetage, dans l'hélicoptère, d'amener les gens qui étaient brûlés dans les chars et de l'amener aux hôpitaux. Et là, j'étais confronté avec le prix de la guerre, la destruction, les morts, le gaspillage de toutes les ressources du Moyen-Orient. Et petit par petit, cette compréhension qui arrivait après la guerre de Kippour, et c'est aussi un autre élément qui m'a amené de changer mon métier. J'ai dit l'architecture, c'est très bien, mais c'est un peu un exercice formel.
il faut que j'engage dans une forme que le cinéma, dans laquelle on peut transmettre des idées, évoquer des questions. Même des fois, comme il dit Pascal, d'aller contre le consensus, de poser des questions pas confortables. Mon premier film que j'ai fait, comme j'ai fini mes études à Berkeley, qui s'appelle House, la maison, qu'il y a 40 ans, était censuré par la télévision à Israël parce qu'il a évoqué déjà, il y a plus que 40 ans, les mémoires et l'existence des mémoires palestiniens sur les mêmes terres que nous, les Israéliens, considérés aussi notre patrie. Alors c'était une pensée inacceptable, j'étais viré de la télé israélienne, souvent ça correspondait aussi aux événements d'une échelle beaucoup plus grande, c'est-à-dire moi j'ai fini mes études d'architecture, mais le pouvoir, pour la première fois, est passé de la main des travaillistes au Likoud. Menachem Begin était élu en 1977. Et mon film House, j'ai commencé à faire 2 ans plus tard. Et le nouvel directeur général de la télé en Israël a eu comme projet de nettoyer la télé des gens qui avaient des idées différentes. Et alors je me suis trouvé dehors. Et pour faire les choses pires que mon habitude habituelle, j'ai fait un autre film il y a exactement 40 ans, en 1982, pendant la première guerre du Liban, cher Fabrice. Aussi notre ami de Liban. Et ce film, Journal de campagne, que je vous conseille aussi, j'étais allé à Beyrouth, j'ai filmé aussi dans les camps de réfugiés de Saïda, etc. Était très mal accueilli dans mon pays. Mais je trouve que le meilleur hommage qu'un artiste il peut faire à le pays qu'il aime, j'aime Israël, j'aime mon pays, c'est d'être critique, parce qu'on veut que les choses vont améliorer. Les cultures fortes, ils n'ont pas besoin de relations publiques, ils sont forts par définition. Mais si on voit que le pays dérive vers des destins problématiques, il faut être critique. Et le cinéma, il est un engagement civique, ce n'est pas seulement le showbiz, ce n'est pas seulement l'entertainment, on peut évoquer des idées. Et c'était mon décision depuis le départ, depuis plus que 40 ans. Là, j'ai fait presque, les gens ils disent que j'ai fait presque 90 films, c'est un peu exagéré, mais j'ai fait 25 longs métrages fiction, j'ai fait beaucoup de documentaires, certains courts métrages, etc. Récemment, j'ai fait aussi des spectacles, etc. Et pourquoi l'engagement civique? Alors, il faut faire référence d'ailleurs à ce tableau de Picasso, de Guernica. Réfléchir, qu'est-ce que Picasso il veut nous dire avec ce tableau. Picasso, il est choqué par les bombardements de Luftwaffe sur le village basque de Guernica. Son médium, c'est en pente, comme on sait. Alors, il transmet ces idées de choc, de violence, de ce chantier que Hitler il a mis pour casser la République espagnole avant même la Deuxième Guerre mondiale, il fait un tableau, le Guernica. Mais aussi, comme Picasso, il utilise les sanctions qu'un artiste il peut faire. Il a interdit le voyage de Guernica en Espagne tout au long de la vie de Franco. Le Guernica est resté à MoMA, Musée d'art moderne de New York, avec un ordre très clair qu'elle ne peut pas revoyager en Espagne jusqu'à la mort de Franco. Et comme Franco est mort, malgré que le MoMA il veut garder quand même le Guernica, qui a amené beaucoup de touristes, actuellement on peut la trouver à la magnifique musée de Reina Sofia à Madrid. Alors on peut demander toujours, et c'est la petite phrase que vous avez citée, qu'est-ce que l'art elle peut changer dans les politiques, dans les géopolitiques si vous voulez. Le bon art, elle ne change jamais d'une façon immédiate. Ce n'est pas instantané, mais il peut faire réfléchir, et c'est un début de quelque chose. La mémoire, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement des aspects nostalgiques, sentimentaux, c'est aussi une proposition. On va parler tout à l'heure de Rabin, c'est une proposition. Ce n'est pas seulement, il y a 25 ans, l'assassinat brutal de Rabin. C'est une proposition qui existe toujours, qu'il faut la réévoquer par l'art, par le cinéma, par le théâtre. Et là, je reviens à Picasso. Alors, il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans,
par un hasard, il y a un premier ministre espagnol qui est Parti socialiste, qui est élu qui est premier ministre actuel. Et lui, il décide de mettre à la tête de son priorité de virer Franco de son isolé kitsch, etc., et le placer ailleurs dans un cimetière normal. Et on pose la question pourquoi il a pris cet engagement assez strictement à cause des artistes, des militants, des gens qui gardaient le souvenir que l'Espagne n'est pas obligée d'être fasciste. Elle peut être aussi une république démocratique et même un premier ministre socialiste. Alors, l'art, elle a un rôle, l'engagement civique de l'art, elle a un rôle de préserver la mémoire comme proposition. Alors, comme aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon père, alors mon père est né, c'est juif allemand, il a grandi à Silésie, était allé à l'école la plus avant-garde d'architecture et d'art qui était le Bauhaus. Mais en 1930, on sait que le 1er janvier 1933, Hitler est élu. En avril 1933, c'est les lois raciales contre les Juifs. Et tout de suite, ça passe très vite, la politique, ça passe très vite. Des semaines plus tard, il est déjà pris, parce que Goebbels décidait de fermer l'école de Bauhaus, il est pris. Il est battu grave, cassé ses dents, il est mis en prison. Et après, il a réussi de traverser la frontière à Suisse et il était allé en Palestine. La majorité de ses copains étaient allés à New York, mais lui, il a décidé d'être architecte des projets sociaux. Il était envie d'être architecte des kibbutzim, des petites maisons, des habitats social, etc. C'est-à-dire que l'art, l'architecture, le cinéma, ils sont toujours un engagement nécessaire vers la société. Il ne peut pas être dérivé, il ne peut pas être séparé. Et l'artiste qui nous fait strictement de entertainment, ils ont tort. C'est-à-dire on peut amuser aussi de voir le film, mais il faut qu'il y ait aussi un aspect de réflexion dans l'art. Et d'ailleurs, en parlant de cet épisode de mon père, je crois que Goebbels, qui a fermé le Bauhaus, il a compris que l'art, et même l'architecture transparent, minimaliste de Bauhaus, elle est contre l'idée fasciste et nazie de l'art comme une chose très monumentale, de l'architecture de Speer avec l'échelle énorme, l'être humain très minimaliste dans cette échelle. Il fallait casser le Bauhaus pour établir Speer avec l'architecture fasciste, nazie, etc. C'est-à-dire que même l'aspect formel de l'art, il a une dimension politique. Tout à l'heure, je racontais à nos amis que j'étais élu et j'étais très touché il y a 2 ans de présider un festival de cinéma aux mémoires de Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui était assassiné par des collaborateurs français pendant la période de collaboration. Et Jean Zay a décidé de faire le festival de Cannes, le premier festival de Cannes de 1939, contre le festival de Venise par Mussolini, pour évoquer des idées, comment le cinéma, il peut évoquer des idées différentes. Alors, pour remercier, cher Pascal, de ce geste d'amitié depuis notre voyage commun en Afrique, à Bamako, que j'ai vu qu'avec de façon très tendre, tu étais envie qu'un Israélien ne va pas être tout de suite pris otage par de Boko Haram. C'était amical. Non, parce que je promenais à Bamako comme si c'était la rue, je ne sais pas, de Haïfa, mais Pascal a dit non, quand même, attention un peu. Alors, moi, depuis le début, je considérais que le cinéma, et c'est d'ailleurs été le sujet de mon leçon inaugurale au Collège de France, il peut traverser les frontières. C'est-à-dire la politique, avec tout le respect aux hommes politiques, pas tous, mais certains, elle est lente, elle a beaucoup de contraintes. Mais nous, l'artiste, il faut qu'on va se sentir libre de traverser les frontières. Alors j'ai fait des films avec des collègues palestiniens, avec un cinéaste palestinien, Elia Suleiman. J'ai fait des séries de masterclass avec le grand cinéaste iranien Abbas Kiarostami. On a fait des séries de conférences ensemble
affichant que lui est iranien, moi je suis israélien. Un des événements les plus touchants pour moi, pendant que j'ai fait le film Kippour, qui évoque cet épisode de la guerre de Kippour, que je me suis trouvé dans un hélicoptère de sauvetage et que mon copilote était décapité par un missile syrien. Et j'ai fait un film sur cet épisode. Que comme le film était présenté au Festival de Cannes il y a 20 ans, le grand cinéaste arabe Youssef Chahine, égyptien, il a mis toute son équipe pour monter les marches avec nous. Je trouvais que c'était un énorme... J'étais très ému de ce geste, que les gens comprennent que si on parle contre la guerre, ça implique tout le monde. Ce n'est pas la guerre côté israélien, côté égyptien, etc. C'est-à-dire, ce geste d'amitié, peut-être le plus grand cinéaste du monde arabe, d'amener toute son équipe, de monter le tapis rouge en affichant l'amitié à travers les frontières. J'ai reçu, c'était presque une blague, j'étais à Delhi, j'ai reçu le prix des cinéastes, le festival asiatique et arabe. Moi, j'ai reçu, je ne savais pas pourquoi. Il y avait 12 cinéastes iraniens qui ont vu le film en DVD à Téhéran. C'est-à-dire, il faut que le cinéma fait exactement, il faut qu'il croise contre les politiquement corrects faciles, l'aspect trop simpliste de regarder le conflit. Il faut qu'on crée des liens d'amitié pour éviter effectivement les catastrophes de conflits meurtriers que les rituels malheureusement habituels du Moyen-Orient chaque 7 ou 8 ans en grande guerre entre les deux petites guerres intermédiaires et on ne sort pas de ce rituel morbide. Alors, comme le prix des livres de géopolitique de Nantes, il est donné au livre que j'ai fait avec mes amis sur l'assassinat de Rabin, qui est un projet qui m'intéresse depuis plus qu'un quart de siècle. Je vais parler un peu de Rabin. Rabin, il m'a autorisé de lui accompagner, comme il était allé à Washington et au Caire pour négocier avec les Palestiniens. J'ai interviewé plusieurs fois. Et plus récemment, j'ai décidé de donner toute l'archive de ce travail que j'ai fait sur Rabin à la Bibliothèque nationale de France. Et si vous avez le temps, et si vous êtes parisien, et si vous visitez Paris, on a fait un très grand expo qui est toujours là jusqu'au 7 novembre. Et c'est un très grand expo qu'on a fait. Toute cette archive, on a donné 30 000 items, beaucoup de gigas. Combien de gigas, Marie-Jo? 19 Tera d'informations numériques. Et j'ai donné ça à la France. À la France d'abord parce que mon travail existe, inspiré par le pays où j'étais né, mais il existe aussi grâce à la France, qui donnait des moyens de faire des films. Et pour remercier la France, j'ai donné toute cette grande archive à la France. Et Rabin, je trouvais qu'il était peut-être le seul chef d'État israélien qui d'abord reconnu que dans la guerre de 1948, les Israéliens ils ont chassé les Palestiniens de leurs maisons, de leurs villages, de leurs villes. Alors, pour faire la paix, il faut commencer par dire la vérité. Je crois qu'il faut que la France et l'autre pays européen disent la vérité sur la destruction qui sont impliqués sur l'Afrique. Les Espagnols, ils ont des choses à dire sur l'Amérique latine, la Belgique, sur les sauvageries à Congo, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence pour dire la vérité, d'abord. Ça crée de confiance. Et je crois que j'étais ému que dans les mémoires de Rabin, il dit ça. Il dit, j'étais soldat à la guerre de 48, qui arrivait tout de suite après le Shoah. Alors on était désespérés, mais quand même, il faut reconnaître que je chassais des Palestiniens. Et après, il avait effectivement engagé les Israéliens et les Palestiniens des séries de dialogues sur toutes les thématiques qui contaminent le Moyen-Orient. Ils ont discuté la question de l'eau, de l'argent, de l'économie, de sécurité,
de géographie, de Jérusalem, les questions des droits de retour, les questions les plus compliquées, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'illégitime dans cette démarche-là. L'assassinat de Rabin, il y a plus qu'un quart de siècle, comme il a dit Pascal avec raison, elle a fait fin à ce processus. L'assassinat de Rabin, il n'était pas seulement un projet israélien, aussi l'élément radical de la société palestinienne qui sont, malgré qu'il a rendu le contrôle des villes palestiniennes, ils ont mis des bombes dans les centres civiques israéliens, les intégristes et les radicaux nationalistes palestiniens, qui a affaibli le gouvernement Rabin. C'est-à-dire qu'ils sont aussi dedans. Il n'y a pas d'angélisme dans ce conflit. Il faut répéter, tous les gens qui pensent que les Israéliens sont angéliques, les Palestiniens, il n'y a pas d'angélisme. Et il faut que les deux côtés vont faire de vrais efforts d'aller au-delà de ce conflit. Et il faut prendre aussi la leçon de l'Europe, qui nous regarde comme ça, comme on était des séries de zombies exotiques qui bagarrent sans fin, que l'Europe, après la Première Guerre mondiale, etc., la France a humilié les Allemands. Et le résultat, ils ont eu Hitler. Et c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que l'Occident a compris qu'il faut aider à reconstruire l'Allemagne si on ne veut pas que ça répète. Alors je crois que Rabin, il a essayé de faire de raccourcir un peu l'histoire et d'aller vers une politique de reconstruction. Alors, même s'il était assassiné, je crois que c'est notre travail de cinéma, de théâtre, d'exposition, de livres, de garder cette idée comme option et comme une proposition. Et je crois que ça, c'était les grandes choses qui étaient très, très émouvantes dans les démarches de Rabin. Et je vous invite chaleureusement de visiter cette expo. C'est-à-dire la paix, comme l'amour, il ne peut pas être une affaire unilatérale. Il faut que l'autre existe. Israël ne peut pas faire la paix avec le Palestinien strictement par des actes unilatéraux. Il faut que le Palestinien existe. Il faut qu'on va considérer leurs besoins, leurs désirs, leurs nécessités, respecter leurs droits de l'homme. Il faut que les Palestiniens respectent eux-mêmes les droits des femmes à l'intérieur de leur société. Ce n'est pas une histoire étatique strictement, c'est une histoire civique. Et dans ma ville natale, Haïfa, souvent c'est le cas. C'est-à-dire, comme vous connaissez, c'est-à-dire Jérusalem, c'est une sorte de Disneyland de toutes les religions de la planète. Alors, il y a les grands sites juifs, les grands sites musulmans, il y a chrétiens, etc. Mais c'est aussi une ville de conflit, et toujours d'ailleurs été une ville très divisée, une ville de conflit. Tel Aviv, c'est la ville moderne, plutôt israélienne. Et Haïfa, c'est cette ville qui était même dans l'année de mandat britannique, était gérée par trois maires, par un maire britannique, un maire arabe et un maire juif, et toutes les décisions étaient faites d'une façon consensuelle. Alors je crois qu'il y a quelque chose de cet esprit-là qui existe. Par exemple, dans les derniers films que j'ai tournés, qui s'appelle Laila in Haïfa, j'étais obligé de faire une visite médicale pour l'assurance. Et j'ai vu le chef du grand hôpital d'Haïfa, hôpital Carmel, qui est descendu me voir. Et je lui ai dit, mais professeur Karkabi, Bachar Karkabi, je n'ai pas besoin de vous déranger. Et il m'a dit, ça m'a touché beaucoup, on ne peut pas permettre qu'il y a quelque chose de mal qui va passer avec vous, alors j'ai descendu. Alors il y a une sorte d'amitié, une sorte d'understatement qui passe dans le quotidien. Et la paix est faite par le quotidien, il n'est pas fait seulement pour l'accord entre l'homme politique et la femme politique, il est fait par le quotidien, par l'expérience quotidienne. Et je crois que c'est même vis-à-vis de l'immigration, qui est un événement qui l'Europe, il faut qu'elle trouve une solution. On ne peut pas strictement stocker les migrants dans les quartiers lointains. Il faut qu'ils existent. Il faut qu'ils aient une représentation politique à l'Europe, c'est mon conseil. Comme l'Europe, il est toujours dans la position de nous donner conseil, je vous donne quelques conseils à l'Europe. Alors, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de représentation d'Africains et d'Arabes dans les institutions démocratiques françaises ou européennes. Il faut qu'il existe. Il faut qu'ils aient aussi un partage de pouvoir.
Et je trouve que cette chose-là, il va baisser les hostilités, parce que s'ils sont strictement de rôle de lower class, de faire le travail manuel, mais ils n'ont pas aucune représentation politique, je crois que ça va toujours passer mal. Il faut qu'il y ait accès au pouvoir. Et d'ailleurs, à Haïfa, par exemple, l'architecte cherchait de conservation, c'est un Palestinien, le vice-maire, c'est un Palestinien, etc. C'est-à-dire qu'il faut que cette chose existe, pas strictement dans les discours, mais aussi dans le réel. Alors, Pascal, tu as raison que le géopolitique m'intéresse depuis toujours. Même mon fils, il a pensé que je vais voir le prix géopolitique, il a pensé tout de suite à Jules Verne, mais je dis ça autre chose. Alors, mais l'aspect de société m'a inspiré beaucoup de mes films. La religion avec Kadosh, la guerre avec Kippour, Free Zone avec le rapport avec la Jordanie, les droits des femmes avec Promised Land et Rabin, avec l'histoire de Rabin et des autres. Et je sais que vous avez une journée très chargée, alors je vous remercie chaleureusement de cette prix. Je suis très ému. J'espère prochainement à nouveau à Nantes. Merci.